Vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4. Nous étudions aujourd'hui étatisme et anarchie, ou plus exactement notre programme, qui est contenu dans l'ouvrage donc Étatisme et anarchie, disponible aux éditions Tops Trinquier. Et c'est la bibliothèque anarchiste, avec Michel, Mickaël et Philippe, qui vous présente l'ouvrage. Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons parler de Bakounine. Alors d'abord un petit point biographique. Ensuite, nous étudierons l'œuvre elle-même, notre programme, et enfin, nous essaierons d'actualiser les thèmes et les thèses de Bakounine. Donc d'abord la biographie. Bakounine est un révolutionnaire russe. Il est né en 1814 à Priakoumino, qui est entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Il est né dans une famille de petite noblesse, dont la fortune est déclinante. Il n'empêche que cette famille, malgré sa fortune déclinante, entretient 500 serfs, ce qui n'est pas rien. À l'âge de 14 ans, Bakounine, tout naturellement, est envoyé par son père à Moscou pour être formé dans une école d'artillerie. Il en sort 7 ans plus tard, donc à 21 ans, et il déserte aussitôt. L'armée lui a pas plu. L'armée lui a beaucoup déplu, la rupture est donc immédiate. C'est sans doute lié à un conflit avec sa famille, et peut-être aussi à la mauvaise conscience qui aurait été développée contre toute attente, un certain christianisme. Et donc, que va-t-il faire après avoir déserté ? Il erre d'abord un peu à Moscou, et ensuite, il s'enfuit à Berlin. À Berlin, il va enseigner la philosophie, mais surtout, très important, il va rencontrer les hegeliens de gauche, parce qu'après la mort de Hegel, le mouvement hegelien s'est décomposé en tout un tas de petites fractions, dont des hegeliens qui se disaient de gauche. Donc c'est assez important, parce qu'on trouvera aussi dans ce milieu Marx, Stirner et tout un tas de gens qui auront pas mal d'influence par la suite. Alors en plus de rencontrer donc des hegeliens de gauche, Bakounine participe à des réunions d'étudiants contestataires, ce qui lui vaut tout de suite la surveillance policière prussienne, et ce qui l'entraînera à fuir à Zurich. Je crois que c'est à ce moment-là aussi qu'il perd ses droits nobiliaires russes. Donc il fuit à Zurich. À Zurich, il continue à faire de la philosophie, et cette fois-ci, il va tenter de synthétiser son christianisme radical et égalitaire avec le socialisme utopique qu'il a découvert. Donc Bakounine n'était pas anarchiste dès le début. Donc évidemment, tu as tout à fait raison, Bakounine n'était pas anarchiste dès le départ, il va le devenir. Mais il était révolté dès le départ, par contre, comme sa désertion le prouve. Alors, là encore, il est repéré par les services secrets russes, à Zurich. Donc, que fait-il ? Il fuit à Paris, et donc on est en 1846. À Paris, il fait encore tout un tas de rencontres très intéressantes, puisqu'il va rencontrer Marx, déjà, et toute l'intelligentsia française d'opposition. Il y a plusieurs courants, donc il y a les chrétiens progressistes, qui sont représentés par Georges Sand, Lamennais. Il y a aussi des utopistes, comme Blanc ou Considérant. Et enfin, des socialistes libertaires, et tout particulièrement un socialiste libertaire, dont nous avons parlé la fois précédente, à savoir Proudhon. Donc, là encore, l'histoire se répète, parce que il ne fréquente pas que ces gens-là, il a aussi des amitiés blanquistes, et qui lui va d'être catalogué comme un dangereux révolutionnaire par la police parisienne, et donc que fait-il ? Une fois de plus, il fuit. Cette fois-ci, il fuit en Belgique, où il retrouve Marx, qui lui aussi a été chassé. Donc il n'arrêtera pas de retrouver Marx comme ça au cours de sa vie, c'est assez amusant, cette espèce de chassé-croisé entre les deux bonhommes. Donc, 48, un vent révolutionnaire souffle sur toute l'Europe, vous le savez. Bakounine, lui, retourne à Paris pour assister à la naissance et participer aussi à la mise au monde de la naissance de la Seconde République. Alors, paraît-il, j'ai lu ça dans un livre de Berthier sur Bakounine, qu'un général parisien aurait dit ce type est incroyable, le premier jour, il est formidable, et le second, il faudrait le fusiller. Alors, je ne sais pas ce que Bakounine avait fait pour mériter d'être fusillé, mais bon, en tout cas, les révolutionnaires parisiens sont très très contents de pouvoir s'en débarrasser quand il leur propose de partir fomenter une révolution en Bohême. Donc ils lui donnent un petit peu d'argent, un vadémécum, et ils sont bien contents de le voir partir. Donc, il part aussitôt en Bohême avec un désir assez fort d'unifier les Slaves.
qui sont dans la population qui est dispersée à travers tous les États d'Europe centrale. Bon, il va se battre à Prague. Donc c'est un échec. Il est obligé encore une fois de plus de s'enfuir. Et ensuite il part, alors c'est assez phénoménal comme histoire, en 1849 il arrive à Dresde et il va participer à l'insurrection qui a aussi lieu à Dresde à ce moment-là. Et là il va tenter d'organiser militairement les forces armées populaires. Je crois qu'il participe au comité qui a pris la mairie. Alors la chose se termine assez mal parce que les ouvriers insurgés vont se retrouver complètement isolés à Dresde et vont se faire écraser par l'armée. Bakounine avait, semble-t-il, proposé de faire exploser la mairie parce qu'il était bourré d'explosifs avec lui dedans, parce que à ce moment-là, dit-il, sa vie ne lui importait plus beaucoup. Il n'empêche que il va essayer de s'enfuir avec les lambeaux de cette armée populaire qu'il avait tenté d'organiser, et cette fois-ci il se fait arrêter et il va aller de prison en prison. Alors j'ai un petit peu oublié, je crois qu'il est dans les prisons autrichiennes, dans les prisons allemandes. Il commence par être... il est pris par les Autrichiens. Bon. Les Autrichiens le condamnent à mort et se préparent à l'exécuter. Finalement, il ne l'exécute pas, donc il traîne dans des cachots, en effet, pendant plusieurs mois. Et puis les Russes le demandent. Et là, il est livré aux Russes. Et là, ce qui se passe, bien sûr, c'est la fameuse affaire de la forteresse. Il va être donc incarcéré pendant 6 ans. En réalité, ça va lui faire près de 8 ans de prison, entre le moment où il est pris à Dresde et le moment où il va réussir par la suite à s'enfuir dans les circonstances qu'on connaît. Vas-y. Parce que, comme tu le rappelais, effectivement, en 1851, après avoir passé 3 ans dans les geôles autrichiennes et autres, il est réclamé par la Russie, et en fait, son extradition va le sauver de la peine de mort. Ouais. Mais là, sauver de la peine de mort, pourquoi ? Pour atterrir à la forteresse Pierre et Paul, de sinistre mémoire, où pas mal de révolutionnaires russes sont passés, et ont trépassé. Donc il est mis à l'isolement total pendant 6 ans. Il arrive à faire passer des lettres de façon clandestine, mais sans ça, je crois qu'il est privé de quasiment tout contact humain. Il souffre de malnutrition, de scorbut, il va perdre toutes ses dents. Mais c'est aussi le moment où, dans l'isolement, il va sans doute élaborer une grande partie de sa philosophie définitive. Cependant, au bout de ces 6 ans, il sent ses forces décliner, il se sent sur le point de craquer de tous les côtés, et on lui a proposé de se confesser au tsar pour réclamer son pardon. Il accepte. Et donc il va écrire une longue lettre au tsar Nicolas Ier, où il est censé se confesser, c'est-à-dire aussi donner des noms. Donc on a accusé Bakounine, on l'a soupçonné d'avoir un peu vendu ses camarades pour se tirer du trou. En fait, il semble que pas du tout. Il a donné les noms de gens qui étaient déjà en prison. Et puis autrement, il dit clairement que il commence sa confession en disant je ne peux confesser que mes péchés, je ne peux pas confesser ceux des autres. Et en gros, par conséquent, vous ne saurez rien des autres sur lesquels vous voudriez tant savoir. Alors, donc, dans cette lettre où il simule un peu cette lettre qui simule le repentir lui permet quand même d'être déporté en Sibérie, ce qui peut sembler dur, mais qui est en fait une grâce, parce que ça le fait sortir de l'isolement total. Alors, en Sibérie, que devient-il ? Il est assigné à résidence. On lui octroie un petit emploi administratif. Il se marie. Alors il semble que... on se pose la question de savoir s'il aurait tenté d'oublier son passé militant. Alors est-ce que Philippe, tu as des précisions là-dessus, toi ? Il est certain que sortir de Pierre et Paul, c'était évidemment la priorité. C'est-à-dire que c'était extrêmement difficile d'en sortir vivant. Quand on en sortait, c'était pour être relégué en Sibérie. Ça voulait dire, à cette époque-là, Kropotkin le raconte dans son livre « Dans les prisons russes et françaises », ça veut dire 2000 km à pied avec les chaînes, et c'est un voyage entre 8 et 14 mois à pied. Donc c'est une chose terrible, et c'est en soi déjà une sorte de crible, une passoire. Il y a des gens qui meurent, bien sûr, ils sont tués, pour tout simplement la malnutrition, les mauvais traitements, le froid. Puis il y a des gens qui cèdent psychologiquement, qui sont brisés. Il y a des gens qui deviennent fous, on connaît bien les cas. Alors dans le cas de Bakounine, il y a simplement apparemment une sorte de latence. Le Bakounine a manifestement simulé sa confession, et ensuite il a simulé sa réinsertion.
une fois qu'il a été considéré comme à peu près réhabilité ou disons annulé en tant que révolutionnaire, il a acquis une très petite autonomie de déplacement, ce qui va lui permettre à Vladivostok de sauter dans un bateau, dans le port. Il va sauter, on connaît l'histoire, il saute dans le haut du quai dans un bateau américain, il atterrit sur des sacs de blé ou de maïs, et là le bateau s'en va et il se retrouve à San Francisco. Et c'est donc comme ça qu'il s'enfuit, après avoir bien roulé tout le monde. Oui. Mais ça devait être un type assez costaud quand même pour survivre à tout ça, donc l'emprisonnement d'abord, dans les différentes geôles européennes, après la prison Pierre et Paul, ensuite la Sibérie, et il est toujours vivant. Et aussi, il était un type très très costaud, c'était un colosse, il était vraiment massif. Il a réussi à résister, peut-être parce qu'il avait le moral. Il arrivait en tout cas à le cacher, parce qu'il valait mieux pas montrer qu'on avait le moral dans les situations où il se trouvait. Mais bon, c'est en effet une personne qui va montrer pendant encore assez longtemps sa vigueur, puisque quand il va revenir à Londres, après avoir traversé tous les États-Unis, les gens le prennent pour un revenant. Et tout le monde le croyait mort, y compris Marx d'ailleurs, qui constate peut-être à regret que Bakounine est encore vivant, parce que comme tu as dit qu'ils s'étaient rencontrés et suivis pendant bien longtemps, et c'est bien vrai tout au long de leur vie, et ils se sont suivis aussi dans la dispute, presque tout de suite, dès les premiers contacts à Paris, dans les années 40, ils se disputent, puisque Bakounine avait pris le parti de Proudhon, dont il était un ami intime. Alors en prison, quand même, rappelons-le, c'est là que Bakounine devient athée, matérialiste, anticlérical et ennemi de l'État. Alors ça pourrait sembler anecdotique, ça n'est pas du tout, puisque ça l'éloigne de façon un peu irrémédiable des chrétiens progressistes, mais aussi des marxistes. Et donc, après son évasion rocambolesque de Sibérie, il arrive effectivement à Londres, où il tombe sur Marx, une fois de plus, qui domine les milieux socialistes anglais et qui ne laisse pas beaucoup de place. Enfin, on peut penser que de toute façon, pour ces deux géants-là, il n'y a pas vraiment... un pays était un peu trop petit pour les contenir tous les deux en même temps. Donc, que fait Bakounine, alors même qu'il est recherché sur le continent, il part de Londres et il va aller se réfugier en Suisse. Et là, il va organiser, il va influencer tout le sud de l'Europe, pour les mouvements ouvriers du sud de l'Europe. C'est-à-dire l'Italie, l'Espagne, la Suisse et même la France. Avec un très grand succès. C'est à signaler quand même, c'est assez fulgurant, c'est assez étonnant comme c'est allé très vite, quoi. Peut-être une époque où les gens justement s'engageaient plus volontiers. Peut-être étaient-ils moins méfiants, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que arriver à constituer des fédérations d'ouvriers de cette taille-là en l'espace d'1 ou 2 ans, c'est quelque chose que plus personne ne peut faire de nos jours. Il était peut-être aussi très très efficace. Alors, donc ça, en 61, donc c'était l'évasion de Sibérie, l'AIT, c'est la première internationale, donc est fondée en 1864, et pour Bakounine ça va représenter un tournant important, puisqu'en 1868 il va pousser toutes les fédérations ouvrières du Sud à adhérer à l'AIT. Du Sud de l'Europe donc. Du Sud de l'Europe, oui. C'est ça. L'AIT dont l'influence se limitait à l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique et la côte est des États-Unis. Donc c'est un apport de force considérable. Énorme. À l'AIT, et d'ailleurs elle ne se relèvera pas de la scission de 72. J'y viendrai un peu dans pas très très longtemps. Alors, Bakounine, pour être âgé, n'en est pas moins encore vert, puisqu'en 1870 il participe à la Commune de Lyon, où qui bien sûr sera écrasé, il est arrêté les armes à la main, il échappe de peu à un peloton d'exécution monté hâtivement. Là, il est libéré même par une contre-attaque des insurrectionnels qui réussissent à le tirer du peloton. Il était à quelques minutes de l'exécution. Donc, il s'enfuit, une fois de plus, n'ayant pas le choix. Sur la question de la fuite dont on parle souvent, j'aurais quelque chose à dire. Oui. À vrai dire, plus que des fuites, il s'agit de départ. Oui. C'est un tout petit détail. C'est qu'en fait, Bakounine mène une action politique quelque part. Mm-hmm. Il la mène jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il estime être lui le terme possible de cette action.
Et puis, une fois encerclé par la police, ou une fois encerclé par les militaires, ou bien parce que quelqu'un lui dit attention, il y a les gendarmes qui arrivent, il part, mais il part pas n'importe où. Il part toujours dans un endroit prévu à l'avance où il va pouvoir recommencer immédiatement le travail qu'il a laissé en plan à l'endroit donc qu'il a quitté. Donc il ne s'agit pas de fuite au hasard. Il part pas, il ne part jamais pour se planquer, par exemple. Il part et puis il ressort. Là où il arrive, il ressort immédiatement. Bakounine, c'est l'exemple, n'est-ce pas, typique de l'activiste. C'est un personnage qui a été actif toute sa vie. Il a écrit énormément de choses, beaucoup d'ouvrages, mais vous le savez, il n'a jamais véritablement rien publié, ni rien pu terminer de son vivant. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu complètement relire ses ouvrages. C'était un type qui était tout le temps entre deux maisons, affublé d'identités usurpées. Entre deux coups de fusil. Entre deux coups de fusil. Donc c'est vraiment pas le salonnard. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais pu véritablement publier un livre complet, quoi. Les œuvres de Bakounine, ce sont des fragments qui sont pris par des militants, récupérés, édités par des éditeurs amis, parfois par des camarades d'une section ou d'une autre. C'est curieux, la bibliographie de Bakounine est assez compliquée. Bien souvent, les titres ne sont même pas de lui, d'ailleurs. Donc, c'est après la Commune de Lyon qui va écrire les fragments qui seront intitulés Dieu et l'État, oui, pour justement revenir sur ces livres. Ensuite, les derniers points importants à noter sont qu'en 1871, vous le savez tous, il y a la Commune de Paris qui essaie de vivre et qui est écrasée. Et dont l'échec va avoir des répercussions immenses sur le mouvement ouvrier pendant les 10 années à venir, même un peu au-delà. Et en 72, très important, il y a un congrès donc, de la Première Internationale à La Haye, et là, les socialistes dits autoritaires par Bakounine vont exclure toutes les fédérations liées à Bakounine, et la pomme de discorde se fixant sur la question de la représentation politique et de la participation à l'action politique. Donc, ceux qu'on appelle les anarchistes refusant cette participation, les socialistes dits autoritaires la promouvant. Mais bon, cette rupture est catastrophique pour tout le monde, en définitive, puisque la Première Internationale s'autodissoudra 4 ans plus tard. Alors c'est un peu curieux, quelques semaines après la mort de Bakounine. Mais ça n'a pas de rapport en réalité. Ça n'a pas de rapport en réalité, mais bon, c'est symboliquement, ça pourrait être une coïncidence. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence significative. Ça a été vécu de façon absolument dramatique à l'époque par la plupart des ouvriers qui avaient participé à la construction de la Première Internationale. Cette éviction d'ailleurs des fédérations du Sud va avoir des conséquences jusqu'au plein milieu du XXe siècle. Je rappelle que par exemple la fédération catalane groupait plus de 100 000 membres. Ce sont des chiffres qui sont tout à fait considérables dans une époque où c'est quand même la dictature. Donc voilà, j'en ai fini pour la biographie de Bakounine. Et maintenant, nous écoutons Michael Franti, sa chanson Yellfire. Yeah.
hands on the same grain. From the banks of the river to the banks of the greedy, all of the rich is taken back by the needy. We come from the country and we come from the city. Play us on a record, you can play us on a CD. All the shit you giving us is fertilizer. The seeds that you planted, you can never brutalize. Down a corporation, you can never globalize it. Like Peter Tosh said, legalize it. Girls and boys hear the bass and the treble, rumbling the speakers in and make you wanna rebel. Throw your hands up, take it to another level, and you never ever ever make a deal with the devil. Yeah, fire. Yo, 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 yo. Here we go, here we go. Yeah, fire. Yo, 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 yo. Yeah, fire. Yo, 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 yo. Yeah, fire. Yo, 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 yo. Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, c'est la bibliothèque anarchiste qui continue avec l'étude de notre programme de Bakounine. Donc, notre programme d'un texte qui a été publié en 1873. On a peut-être des doutes sur la date d'écriture, mais la date de publication est relativement certaine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme ? C'est d'une part le programme d'une revue qui s'est intitulée En Avant, qui était destiné aux Russes vivant en Russie ou aux Russes émigrés et répartis dans toute l'Europe. Mais c'est aussi, de façon plus générale, le programme d'une politique révolutionnaire. Alors, une politique révolutionnaire, nous verrons, qui Bakounine va aborder à deux niveaux, un niveau très général et à un niveau russe, sachant que le niveau russe va servir de paradigme à une révolution et va permettre de donner tout un tas d'indications tactiques, stratégiques, essentielles. Alors, Bakounine commence par dire qu'il est déjà nécessaire pour tout être pensant de s'engager dans les deux combats qui ont lieu actuellement dans la société. Et ces deux combats opposent les révolutionnaires et les réactionnaires, pour aller vite. Il y a d'abord un premier combat, c'est celui de la science contre la religion. Ce combat est important parce que il vise à faire émerger les besoins réels de l'humanité contre tous les tabous théologiques, idéalistes qui la brident. Le deuxième combat, pour aller très très vite, je pourrais dire que c'est le combat du travail et de la liberté contre le capital et l'étatisme, que Bakounine décline sous ses différentes formes. Dans cette revue, il dit que le second combat sera traité de façon plus massive, plus importante, et que le premier sera traité de façon un peu accessoire. Mais alors, ici, il faut noter quelque chose d'important, c'est que pour mener à bien ce combat, il faut analyser correctement la société dans laquelle ce combat se déroule. Car celle-ci présente des formes favorables ou des formes hostiles au progrès. Et donc, il faut être capable de connaître suffisamment bien ces formes favorables ou hostiles. Alors, cela implique quoi ? C'est que il va falloir fonder la critique radicale de l'ordre social sur une connaissance exacte des faits. Et de ce point de vue, il est essentiel de noter que Bakounine, tout au long du texte, ne cesse d'appeler à l'approfondissement du travail théorique. Et ne cesse de dire aux révolutionnaires, vous vous imaginez qu'il suffit de prendre un fusil pour faire la révolution, mais si vous n'avez pas suffisamment travaillé, imaginé ce que vous alliez faire, si vous n'avez pas suffisamment de connaissances, ceux qui en ont, ceux qui ont vraiment des idées à longue vue, enfin à longue portée, finiront par vous avoir. Et vous perdrez. Donc, il s'agit ici, pour Bakounine, et contrairement à ce qu'on peut penser, il ne s'agit pas du tout de faire la révolution de façon brouillonne, mais il s'agit, de travailler, d'accumuler des connaissances, et de savoir où on va quand on fait la révolution. Oui, Philippe ? Alors justement, donc, dans le texte, il y a des phrases qui sont importantes. Hein. On voit par exemple, il dit nous sommes arrêtés sur ce point, c'est à la page 406, à cause de la tendance maladive à contester l'importance du développement intellectuel. Ça, c'est une première phrase. Il semble qu'il y ait déjà à l'époque des gens qui se refusent à réfléchir et qui privilégient en fait l'action sans la moindre réflexion,
ce que Bakounine considère comme à la fois une faute et un danger. Il insiste sur le danger. Et quelques lignes plus loin, il écrit quelque chose d'encore un peu plus dur. Il écrit « Le fait de prêcher l'ignorance systématique pour résoudre les délicats problèmes de la future révolution sociale se heurtera dans nos colonnes à l'opposition la plus résolue. » Ce qui veut dire que, et on va bien le voir, hein, ça ne fait pas du tout, ça n'a pas pour conséquence pour Bakounine l'abandon, par exemple, du spontanéisme. Il demeure favorable à l'autonomie ouvrière, il demeure favorable à l'idée d'aller chercher dans la réalité les formes concrètes de la société future. Pas question de décider dans un cabinet fermé de ce que sera la société de l'avenir. Alors ça, il s'y refuse complètement. Mais ce qu'il n'accepte pas, comme tu l'as bien remarqué, en effet, c'est l'idée de gens qui pourraient penser agir sans théorie. Alors ça, je crois que ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'on aura à en parler, je pense, mais c'est un problème qui reste un problème actuel, quoi. Tout à fait. Alors, donc, comme ce combat du travail et de la liberté contre le capital et l'étatisme a pour but la révolution, on va voir de façon un peu plus précise quels sont les moyens et les fins de la révolution libertaire, envisagée de façon assez générale. Alors, premièrement, le but, comme tu le disais tout à l'heure, Philippe, comme tu viens de le dire, et le but à très long terme, reste très général, très vague, et Bakounine se refuse à le préciser. Il dit, qu'est-ce que l'on doit viser, quel est notre idéal? C'est un nouvel ordre social qui combinerait la plus large liberté de l'individu et la solidarité et l'entraide, la plus étendue possible entre des hommes égaux. Mais il s'arrête là. Il ne développe pas une espèce d'utopie dans ses moindres détails. Il laisse à ceux qui feront la révolution le soin d'organiser cette société future. Oui, parce qu'il pense que ce sont les formes populaires de lutte, comme il a dit, les formes réelles, qui vont déterminer en réalité les formes futures de la société future. Et il se refuse à les inventer par avance. Alors, maintenant, le moyen pour atteindre ce but, le seul possible, dit Bakounine, se décline en trois moments. C'est d'une part l'alliance de la majorité des ouvriers dans une libre association, d'autre part l'organisation de cette alliance en vue d'une action concertée et puissante, et enfin l'usage de cette organisation pour détruire les États légaux industriels. Alors, ça implique le rejet de nombreux autres moyens concevables. Ça ici qu'il faut bien concevoir, c'est que là c'est formulé de façon positive, mais ça veut dire que Bakounine va rejeter d'autres choses. Alors que rejette-t-il ? Alors, d'une part, on peut partir d'une remarque très générale qu'il fait, c'est il dit la fin ne justifie pas les moyens. Et pourquoi ? C'est pas simplement du moralisme, voire pas du tout. C'est que, dit-il, les gens qui pensent ça oublient que souvent que certains moyens vont à l'encontre du but poursuivi, peuvent faire obstacle à la poursuite du but. Et ce, soit en principe, soit en pratique. Alors, en principe, on peut prendre le cas du mensonge et de la violence comme moyen. Bakounine dit, bien sûr, pendant la Révolution, le mensonge et la violence pourraient être utilisés sous la contrainte de la nécessité contre des ennemis, mais de façon provisoire. En revanche, le mensonge et la violence ne doivent jamais être utilisés contre des compagnons de lutte. Alors ici, je pense qu'il fait allusion au catéchisme révolutionnaire, si je ne me trompe pas, de Netchaïev. Alors il faudrait, je pense, dire deux, trois choses sur Netchaïev. Oui, c'est vrai que Netchaïev, tu as raison, c'est en effet quelqu'un qui a fait beaucoup de mal à Bakounine, puisqu'avec son catéchisme révolutionnaire qu'il avait présenté à Bakounine et plus ou moins fait co-signer à Bakounine, il avait entraîné ce dernier dans un projet d'organisation de lutte et qui avait un caractère beaucoup plus sectaire que la lutte et l'image de la révolution spontanée qui est chère à Bakounine. Il s'agissait en fait d'un groupe de révolutionnaires professionnels, mais qui n'hésitaient pas à faire le ménage à l'intérieur de leur structure. Et ça c'est allé si loin que Netchaïev a fait tuer des gens de l'organisation dont il se réclamait. Et finalement, Bakounine s'est désolidarisé complètement de lui. Mais tu as raison, ça c'est encore une trace de sa rupture avec lui. Il cherche absolument à rompre avec les tendances mauvaises et à l'autoritarisme qu'il peut y avoir dans certaines organisations politiques. Mais je crois que, en plus de Netchaïev, qui est certainement visé parce que Bakounine, en effet, s'est fait avoir un petit peu par cet homme qui d'ailleurs n'était pas forcément insincère, puisqu'il est mort à la forteresse Pierre et Paul sous la torture des geôles, dans les geôles tsaristes. Mais ce Netchaïev avait imaginé une sorte de secte
ultra fermée, ultra secrète, avec des systèmes, comme je l'ai dit, d'auto-élimination, et ça faisait frémir complètement sur le projet social qu'il y avait là derrière. Même si, au demeurant, Netchaïev était reconnu aussi comme l'un des instigateurs de la fameuse phrase « Soyez avec le peuple, visez avec le peuple ». Vivez avec le peuple, puisque Netchaïev, son mot d'ordre, ça a été « Soyez le peuple lui-même ». Donc c'était tout de même un mot d'ordre qui a été pas mal suivi par beaucoup de jeunes bourgeois, étudiants de l'époque des tsaristes, du tsar en tout cas, puisque cette époque-là, il n'y avait en vérité que la jeunesse intellectuelle qui combattait vraiment, qui pouvait vraiment combattre l'autoritarisme. Mais la deuxième personne qui est visée plus que Netchaïev, à mon avis, c'est Marx. On se situe à ce moment-là dans un moment où l'Haïti a été coupée en deux, autoritairement, du seul fait de la volonté de Marx de se débarrasser de, disons en gros, de l'autonomie ouvrière, représentée par la ligne des fédérations du Sud, c'est-à-dire France, Belgique, Suisse, Italie, Espagne. C'était considérable, ça représentait la moitié des effectifs internationaux. Et cette exclusion, en fait, elle a eu lieu pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que sur les fins, Marx et Bakounine pouvaient être d'accord. Une société sans classe, complètement égalitaire, avec un truc absolument idéal. Et la question des moyens est très importante, parce que ce qui sépare Bakounine et Marx, c'est la question de l'État révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on fait une fois que la révolution a été faite, c'est-à-dire qu'on a chassé l'ancien système, qu'on l'a détruit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on construit un État révolutionnaire, ou bien est-ce qu'on lance l'autonomie ouvrière ? Est-ce qu'on lance les coopératives ? Est-ce qu'on lance les sociétés d'échange mutualistes ? C'est ça la question. Et donc, quand il écrit cette fameuse phrase, qui est, je trouve, assez magistrale, les gens qui prétendent que la fin justifie les moyens ne devraient jamais oublier que leur principe a pour limite ce simple truisme, hormis les moyens qui vont à l'encontre du but. Et en effet, pour Bakounine, construire un État révolutionnaire autoritaire, ça va à l'encontre du but qu'il a en commun avec Marx, que Marx pense pouvoir atteindre par le moyen de l'État révolutionnaire, et dont Bakounine dit, puisqu'il le pense, tout État est religieux par nature, l'État est le frère cadet de l'Église. Donc, eh bien, ce système-là permet en réalité de discréditer le marxisme une fois de plus dans ses écrits. Je crois que là, la rupture est complètement consommée, et à partir de cet instant, il n'y aura plus jamais de possibilité de réconciliation entre les libertaires bakouninistes et le marxisme. Alors ici, on peut préciser... Tu as tout à fait raison, Philippe, et parce que ça, justement, c'est en pratique que ce type de moyen va s'opposer à la réalisation de la révolution et de l'idéal révolutionnaire. Et ici, on peut ajouter que finalement, Bakounine va s'opposer à la prise du contrôle du pouvoir étatique, que ce soit par les moyens légaux ou non. C'est-à-dire que l'idée, c'est, en quelque sorte, ne prenez pas le pouvoir, parce que si vous prenez le pouvoir, vous tuerez la révolution en exerçant ce pouvoir. Alors, ici, donc, il faut noter qu'il y a une critique assez violente, assez motivée, il me semble, chez Bakounine, de la voie parlementaire, du parlementarisme. Clairement, oui. Et c'est ce qu'il connaissait beaucoup du marxisme. Il connaissait son économisme et son parlementarisme. Et il a toujours tendance à me dire un petit peu, à passer sous silence les passages où Marx dit la violence est la coucheuse de l'histoire, il faudra quand même en passer par là. Sauf que ça, c'est Engels qui le dit. Ça, c'est Engels, c'est pas Marx. Et donc, sur la question de la violence, il y a en effet, sur Marx, beaucoup de choses à dire, mais je crois que très concrètement, on le voit même au niveau de la vie de Marx. Marx n'a participé à aucun événement violent, à titre personnel. Alors que Bakounine, Proudhon, etc., ce sont des abonnés aux barricades. Et ça fait aussi, mais c'est certainement lié au fait que, probablement, Marx désapprouvait, parce qu'il appelait ça le solo funèbre de la classe ouvrière, ou des choses de ce genre, il désapprouvait les mouvements de rue insurrectionnels, car il les jugeait voués à l'échec et contre-productifs, puisqu'il avait comme vision de parvenir à son changement radical, puisqu'il était favorable, lui aussi, à un changement social radical, Marx. Mais comme il pensait l'obtenir plutôt par la voie parlementaire, il pensait que les trublions qui se lançaient dans des attaques aussi frontales par l'intermédiaire de l'insurrection populaire dans la rue, ces gens-là lui faisaient perdre du temps à la Révolution. Et là, le débat, il est resté profond, et il est resté profond pendant tout le XXe siècle, et il existe encore aujourd'hui, y compris de nos jours, entre les organisations qui existent dans tous les pays du monde.
Bakounine ne nie pas non plus, faut le préciser, l'importance des libertés publiques qui peuvent être défendues parfois par les républicains. Il le souligne dans son texte. Il dit que ce sont des libertés importantes et on peut participer à leur défense. Cependant, ce qu'il faut qu'on vienne noter, c'est que la participation ouvrière au jeu parlementaire et au pouvoir d'État est un piège. Parce qu'elle va contribuer à séparer les délégués ouvriers des masses qui les ont désignés, et d'autre part, elle va favoriser des jeux d'alliance qui seront toujours défavorables aux partis extrémistes et qui vont toujours les obliger à en quelque sorte, à adoucir leur programme, à mettre de l'eau dans leur vin, et finalement à se soumettre au pouvoir bourgeois. Oui, il lit par exemple à la page 403 et 404, en prenant part à la lutte des partis politiques sous des formes bourgeoises qu'elle revêt, le plus grand danger que courent les travailleurs, c'est d'être obligés d'abandonner une partie de leur programme et de se laisser prendre à la dialectique creuse et purement formelle des discoureurs parlementaires. Alors le thème anti-parlementarisme chez Bakounine, bon, il est très très constitué, hein, ça fait partie de ces points d'ancrage, et on le sait très bien, la plupart des révolutions au XIXe siècle ont été faites par le biais d'une alliance entre une petite bourgeoisie qui désirait changer les choses et qui se servait de l'enthousiasme et de la colère populaire. Et l'expérience de Bakounine, aussi bien celle de 48 en France que de 49 à Prague et à Dresde en 49, et aussi encore une fois en 70 à Lyon et en 71 à Paris, c'était une expérience qui montrait en effet qu'il y avait à chaque fois une tentative d'utilisation du peuple par des parlementaristes. Et Bakounine met systématiquement les gens désormais en garde contre cette utilisation. Il ne pense plus à une alliance possible avec les gens qui sont favorables à la voie parlementaire. La seule alliance qu'il envisage, il lui met des conditions qui la rendent inacceptable pour le parti adverse. C'est ce qu'il dit à la fin de son texte en disant « Si vous voulez vous associer avec nous, il faudra que vous acceptiez l'autonomie paysanne. » Et donc il dit, voilà, il disait ça aussi à des autonomes italiens, des anarchistes italiens qui étaient sur le point plus ou moins de se faire contacter par les mazziniens. Il leur dit faites attention, ils vont vouloir que vous veniez sur leur terrain. Non, proposez-leur de venir sur le vôtre. Mais n'acceptez aucune alliance sans cela. Alors, la question paysanne est une des grandes originalités de la pensée de Bakounine, parce que c'est quelqu'un qui est presque prêt à remplacer le prolétariat par paysannerie. Oui, ça on va y venir. On va en parler quand on parlera de la question russe. La question russe, mais tu as tout à fait raison. Alors ça, c'était pour régler le sort de la participation parlementaire, mais il faut aussi noter que, alors c'est pas forcément une pensée constante. Peut-être que Philippe, tu auras des précisions à apporter là-dessus, mais Bakounine critique aussi l'avant-gardisme. Avec des petits groupes d'insurgés qui prendraient le contrôle de l'État. Parce que il dit ça ne sert à rien de remplacer une ancienne autorité par une nouvelle autorité, peu importe l'origine de cette autorité, on change rien au bout du compte. Alors ça c'est important parce que quel est le soubassement de ce refus du pouvoir d'État? Ça va être c'est une critique de la conception instrumentale de l'État qui était formulée par Lassalle et que Bakounine reproche souvent à Marx. C'est-à-dire que l'État n'est pas neutre, c'est pas un outil d'administration. L'État, c'est une structure qui produit de la domination et qui sert à la domination d'une classe sur une autre. Par conséquent, on ne peut pas se saisir de cet outil de façon impunément. En s'en saisissant, on court le risque de devenir à son tour un tyran. Alors, oui, Michael ? Ça recoupe ce que tu disais sur les moyens et les fins. Oui. C'est-à-dire que l'État n'est pas un moyen pour parvenir à cette fin qu'est la révolution libertaire. Tout à fait, c'est un moyen qui va à l'encontre de cette révolution libertaire. Le pire, c'est qu'en réalité, pour Bakounine, il a compris que l'État, pour les marxistes, n'était pas un moyen, mais une fin. C'est-à-dire que, comme il assimile l'objectif étatique à une idolâtrie à l'égard de l'État, il est désormais certain que si jamais les marxistes venaient au pouvoir dans une situation révolutionnaire, ils établiraient en fait un État indéfini dans le temps, un État qui n'en finirait jamais. Et on verra le débat. C'est ce qui s'est passé d'abord dans le cadre de l'Union soviétique, et ça se passe aussi par exemple pour la Chine ou pour Cuba. Il s'agit en effet de gens qui prennent le pouvoir pour le garder, et non pas du tout pour le détruire et le rendre aux masses en lutte. C'est ce qui sépare clairement les libertaires des révolutionnaires marxistes. Alors cela ne signifie pas quand même que Bakounine soit opposé à toute forme d'organisation, simplement il faut comprendre qu'il est contre ce qu'il appelle l'étatisme forcé, contre l'idée que l'autorité des ordres descende des hauteurs, s'impose à nous et organise la vie sociale.
il est partisan de libres associations qui vont constituer et qui vont se fédérer petit à petit. Alors, ces libres associations dont il voit le germe du futur idéal révolutionnaire appliquent la priorité de lutte sociale et économique sur les luttes politiques et aussi la nécessité de l'internationalisme. Mais alors, cependant, Bakounine, c'est important, je crois, voit les limites d'une lutte qui se voudrait trop internationale. Ces limites, c'est quoi? Ce serait l'abstraction. Aujourd'hui, on peut penser à Attaque. Ils prétendent être au niveau mondial et finalement, ils ne luttent nulle part. On ne les voit jamais organiser de grève. C'est-à-dire, qu'est-ce que va dire Bakounine? Ensuite, il va dire la lutte concrète, c'est quand même une lutte locale. Et la nation, elle ne doit pas nous faire oublier que la lutte est internationale, c'est important, mais c'est un champ d'action favorable lié à des problèmes spécifiques qu'il faut étudier, comprendre, pour pouvoir les résoudre. Voilà, donc ici, nous allons bientôt pouvoir, après un peu de musique, aborder le cas de la Russie. Alors, qu'est-ce qu'on écoute Eh bien, on va écouter Orchestra Baobab. Comme nous avons reçu l'autre jour un coup de fil de quelques travailleurs qui, sur leur échafaudage, se plaignaient du fait qu'il n'y avait pas de musique africaine qui leur rappelle un peu le pays. Donc, nous allons essayer de combler cette erreur. Et donc, vous allez entendre immédiatement de la bonne musique africaine. Et donc, bonjour à tous les travailleurs en bâtiment qui nous écoutent et qui écoutent Radio Libertaire.
Radio Libertaire à 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Nous vous rappelons que pendant l'émission La Bibliothèque anarchiste, vous pouvez nous appeler au studio au 01 43 71 89 40, 01 43 71 89 40. On attend vos impressions et vos suggestions. À bientôt. La radio de la Fédération anarchiste, c'est la bibliothèque anarchiste qui continue, en étudiant le texte de Bakounine, notre programme, disponible aux éditions Top Strinquier. Donc maintenant nous allons aborder la troisième partie, et on va prendre le cas de la Russie qui cependant a une valeur largement plus large, enfin c'est beaucoup plus large que le simple cas russe. Mais c'est paradigmatique et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus parce que Bakounine prend des positions qui sont très importantes. Oui, paradigmatique parce que le cas russe qu'il va examiner, il s'agit d'une revue russe pour des Russes, va avoir un caractère exemplaire pour l'ensemble des gens qui seraient intéressés par les théories qui seraient dans ce journal. C'est cette idée, donc le cas russe va servir d'exemple. Puis d'autre part, le cas russe représente aussi une grande différence avec les idées de Marx et Engels. J'en dis quelques mots. C'est important parce que ces deux-là pensaient que la révolution russe était totalement impossible. Ils étaient imprégnés d'une part du modèle français de la révolution, avec la bourgeoisie qui mène une paysannerie contre la noblesse. D'autre part aussi beaucoup plus important parce que Bakounine s'est beaucoup opposé à cette idée, Marx et Engels étaient convaincus d'un certain évolutionnisme historique, c'est-à-dire de l'idée qu'une révolution prolétarienne ne pouvait pas survenir avant une révolution bourgeoise, avant le développement du capitalisme industriel et la prise de conscience par elle-même de la classe ouvrière. Je dirais plutôt un schématisme historique. Oui, schématisme, mais en même temps évolutionnisme au sens où il y a des phases nécessaires. Mais c'est schématique, mais c'est pour ça que je disais évolutionnisme, au sens où il peut pas... Non, parce qu'avec recul, on avait vu par exemple que l'évolutionnisme avait une valeur beaucoup plus souple, au contraire. Oui, c'est un évolutionnisme dogmatique. Je crois qu'il faut rajouter le mot dogmatique ou schématique, parce que l'idée qu'il faudrait absolument une révolution bourgeoise avant une révolution prolétarienne, ça c'est typique de Marx, et ça s'est jamais passé comme ça en plus. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment extraordinaire. Hein. Ça s'est pas passé comme ça en Russie, ça s'est pas passé comme ça en Chine, ça s'est pas passé comme ça à Cuba, ça s'est pas passé comme ça au Vietnam. Alors, on peut trouver d'autres exemples, j'en suis sûr. À l'égard donc de la Russie, Marx et Engels se disaient voilà, c'est un pays arriéré. C'est une menace aussi pour la Prusse qui, elle, au contraire, représente un pays, une nation dans laquelle on peut fortement espérer une révolution prolétarienne. La Russie, c'est quoi? C'est 90% de population rurale, c'est pas de bourgeoisie, c'est pas de prolétariat. Alors, Bakounine, lui, contrairement à Marx, s'était beaucoup intéressé à la Prusse et pas à l'Angleterre, et il avait remarqué qu'en Prusse, la force révolutionnaire a longtemps été paysanne. Et que d'autre part, la bourgeoisie s'est toujours alliée à l'aristocratie pour écraser les paysans révolutionnaires. Et donc, il va se servir du cas de la Prusse pour limiter les thèses marxistes, limiter leur validité à l'Europe occidentale. Mais alors, ici, il y a quelque chose de très important qui se produit d'un point de vue théorique, c'est que si on reconnaît que la paysannerie n'est pas uniquement une force réactionnaire, comme le pensaient beaucoup les marxistes, alors le point de vue sur les chances de la révolution russe change radicalement. Et ça aboutit à l'idée pour Bakounine que la révolution devra, en Russie, s'appuyer sur la paysannerie. On y reviendra, je pense que c'est aussi important pour nous, parce qu'on considère qu'il n'y a plus de classe ouvrière, et quelques marxistes ont tendance à considérer que la révolution n'est plus possible. Bakounine nous invite à regarder hors des œillères marxistes et à considérer quelles sont les classes potentiellement révolutionnaires. Il n'y a pas que le prolétariat industriel. Alors, maintenant, plus important, c'est que doivent viser les révolutionnaires. Alors ici, c'est les révolutionnaires russes, mais c'est pas que. Il y a aussi d'autres révolutionnaires qui peuvent garder ce genre d'idée. Alors, pour les révolutionnaires russes, il faudra développer surtout la communauté rurale, et l'orienter vers la mise en commun de la production et de la consommation. Ce qui implique l'abolition de la propriété privée. Et là, c'est important parce qu'on voit que le caractère révolutionnaire d'une insurrection paysanne, c'est que dans un pays où la classe sociale dominante dépend de la propriété foncière, abolir la propriété privée et rendre le sol commun à tous les paysans, c'est finalement couper les moyens de domination, les moyens de production de la classe dominante. Avec ces communautés rurales qui pourraient se développer, Bakounine pense qu'on aurait là aussi les développements des premières unités politiques
des libres associations. Alors pour cela, il va établir un véritable style révolutionnaire, parce que il note que il va être nécessaire de gagner la confiance du peuple afin de l'éduquer. Car en Russie, le principal obstacle, c'est quoi ? C'est l'ignorance colossale du peuple, qui a été abruti par des décennies voire des siècles de domination extrêmement brutale et autocratique par les tsars. Oui, Michael ? Et ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis sur la commune rurale, comme donc le MIR en Russie, qui pourrait servir de base au développement de ce qu'il appelle une fédération de communes libres. En fait, c'est un peu l'idée qui sous-tend tout ce texte. C'est une analyse aussi assez moderne et assez visionnaire, parce que le MIR, comme tu le signales en même temps, ça a été pendant longtemps plutôt une des bases de la féodalité qu'une des bases possibles du développement du règne de la liberté. Donc là aussi, on voit qu'il cherche à renverser les points de vue classiques sur l'analyse sociale de son pays. Oui, Philippe ? C'est-à-dire que le cas du système russe, la propriété foncière russe était très particulier et ressemblait un peu à ce qu'a été à une certaine époque la France du Moyen-Âge, par exemple, ou même l'Europe du Moyen-Âge. Il y a eu des formes de propriété collective spontanée des terres. C'est-à-dire qu'il y avait des villes, il y avait des zones où la mainmise féodale sur les terres n'étant pas assurée, par exemple dans des zones écartées, dans des zones très peu peuplées, ou bien dans des zones même plus peuplées mais organisées autrement, il y avait donc des zones dans lesquelles les gens vivaient dans une forme de communisme primitif pour ce qui est de la terre. C'est-à-dire que les paysans allaient travailler sur toute la surface de la commune, et en réalité les produits de ce travail étaient répartis ensuite à égalité. Ce qui fait que ces formes-là, même si elles étaient archaïques et organisées parfois de façon hiérarchique, même si parfois il y avait un hobereau qui pouvait mettre son nez là-dedans, ces formes-là pouvaient, selon Bakounine, servir de base à une réflexion pour une collectivisation des terres, qui ne soit pas une étatisation des terres. Souvenez-vous de ce qui va se passer ensuite en Union soviétique, c'est-à-dire on va avoir Lénine qui va reproduire ce schéma et qui va reprendre en fait le mot d'ordre des socialistes révolutionnaires et en gros des libertaires russes, et qui va dire la terre à ceux qui la travaillent, donc grand mouvement d'accaparement et d'appropriation collective des terres. Et puis après, on va avoir avec la période suivante le retour de l'État, la récupération de toutes ces terres par l'État, l'étatisation de cette terre collective, et donc la spoliation des paysans qui travaillaient sur ces terres. Donc je crois que, en effet, il est certain que dans l'esprit de Bakounine, le MIR, c'est-à-dire cette espèce de commune rurale un peu primitive, mais aussi un peu communiste déjà, ça a été un point très important et ça lui a donné l'idée. C'est une idée qui était absolument considérée comme ridicule par Marx et Engels. Il faut le signaler. Et je pense aussi qu'il tire cette analyse-là, parce qu'il n'a pas cette analyse-là dans tous les textes. À cette époque-là, oui. Quand il était plus jeune, il était très négatif par rapport au MIR, oui, qu'il voyait comme le symbole donc, du féodalisme russe. Et il le doit certainement à ses discussions avec Proudhon, qui lui a toujours voulu réaliser ce qu'il appelait la Marianne des champs et la sociale des cités, c'est-à-dire unir le prolétariat des villes et le prolétariat des campagnes. Et dernière chose, entre ce que tu dis et ce qu'il écrit là en 72, il y a eu l'émancipation des serfs. Le décret d'émancipation des serfs en 1861 en Russie, qui va transformer les serfs en propriétaires possibles ou propriétaires potentiels des fractions de ces communautés rurales. Ce qui va grosso modo changer de façon très profonde la structure de la propriété russe, même s'il y a eu arnaque, même si les serfs bien souvent ont payé un prix incroyable pour avoir accès à leur lopin de terre. Mais ils étaient supposés dédommager les seigneurs de leur perte immense. Dont certains n'étaient même pas officiellement propriétaires. C'est étonnant, il y a des gens qui ont récupéré de l'argent dans cette affaire alors qu'ils n'étaient pas propriétaires des terres. Vive la réforme. Oui. Alors, donc je disais, donc éduquer le peuple pour se fonder justement sur les MIR et qui serait un germe de libre fédération. Alors, éduquer le peuple, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire diriger le peuple. Pour Bakounine, sur deux questions, il s'agit de donner au peuple les moyens de son autonomie. Non pas prendre la tête de la révolution pour l'exploiter, mais donner conscience au peuple de ses besoins réels et de sa force. Finalement, c'est ça. Parce que on pourrait dire, il n'y a pas de bourgeoisie, donc la révolution est impossible en Russie, analyse marxiste. Ce que va dire Bakounine, c'est il n'y a pas de tampon entre l'État et une immense population rurale défavorisée. Donc, de ce point de vue-là, l'État russe, on peut le renverser.
Parce que justement, il n'y a pas ce tampon contre-révolutionnaire, petit bourgeois ou bourgeois. Alors, donc c'est essentiel de penser que la révolution doit être faite par le peuple et pour le peuple. Donc ici, on retrouve des idées d'autonomie ouvrière. Alors, le problème, dit Bakounine, c'est intéressant ça, c'est que le peuple russe est tellement ignorant qu'il est presque impossible de lui parler directement. Alors ici, je me souviens d'avoir lu dans le livre que tu m'avais prêté, Michael, Les terroristes russes de Jocelyne Fener. Elle raconte que justement certains Russes un peu exaltés, éduqués, allaient vers le peuple, essayaient de les éduquer, ils se faisaient dénoncer par les moujiks aux autorités, parce que les moujiks comprenaient absolument pas ce que ces gens-là leur voulaient, et ils s'empressaient de les dénoncer en y voyant des êtres infâmes. Alors oui, mais il faut pas trop ironiser sur ce mouvement des narodniki. Non, je n'ironise pas. C'était pas tous des terroristes. C'était courageux. Ce grand mouvement des narodniks, ça a été un mouvement qui s'est déclenché plusieurs fois dans l'histoire de la Russie à l'occasion de mouvements de réforme et dans lesquels, très généreusement, des fractions importantes de la jeunesse bourgeoise et aristocratique se sont lancées dans une forme d'établissement, c'est-à-dire qu'ils se sont rapprochés en fait du peuple, soit en allant travailler avec les gens dans les usines, soit en allant leur distribuer des tracts. Il faut savoir que le seul fait de faire ce genre de choses, ça valait la déportation. Hein. Et c'est ce qui est arrivé à Kropotkin. Oui, on l'avait vu il y a quelques semaines. Kropotkin, lui, il a été pris alors qu'il était en train d'organiser encore, c'était pire que ça. Alors Kropotkin a été un narodnik, c'est-à-dire qu'il a, si c'est ça que tu veux dire, oui, c'est un fait. Il n'a pas été pris à l'occasion d'une action de narodnik, mais il a été narodnik, c'est-à-dire qu'il a participé à ce qu'on appelait les écoles du dimanche. L'alphabet cyrillique permet d'apprendre à lire de manière extrêmement rapide. Le russe étant écrit à cette époque-là surtout d'une façon quasi phonétique. Ce qui fait que lorsque vous connaissez l'alphabet, vous pouvez lire. Ça va très très vite. Et en 3-4 dimanches, les narodniks, étudiants et autres, apprenaient à des classes très studieuses, de moujiks ou d'ouvriers, ils leur apprenaient la lecture. L'expérience a duré 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, les tsars ont mis des mouchards parmi les écoliers. Ils ont repéré les gens qui parlaient et qui disaient des choses qui pouvaient être dangereuses, et tous ces gens se sont retrouvés en Sibérie en train de traîner une chaîne au pied, ou bien de casser du sel, ou bien dans les sables aurifères du côté de l'Yenisseï. C'est absolument dramatique. Les narodniks ont été des gens extrêmement généreux, c'est une expérience humanitaire et aussi un peu socialiste. Certains s'y sont trempés la conscience, et ont acquis une conscience vraiment révolutionnaire. D'autres y ont laissé la vie, ça c'est certain, en très très grand nombre. Oui. Alors, donc Bakounine dit, bon, il faut donc essayer c'est presque impossible de parler directement au peuple russe du fait de son ignorance, donc comment, et là je trouve qu'il y avait des analyses qui sont très intéressantes et qui montrent à quel point il y avait le sens du concret dans la lutte. Il dit qu'un des gros problèmes qu'on aura, c'est de franchir le fossé sociologique qui nous sépare des paysans. C'est-à-dire que toutes ces petites habitudes qu'on perçoit à peine, mais qui nous mettent à part, et qui font que le peuple se méfie de nous. Et donc il dit il est nécessaire de quoi, avant d'aller éduquer le peuple, de faire un très gros travail théorique et pratique. Propagande. Pour être pas seulement de propagande, il va falloir se préparer théoriquement, en étant au courant de qui sont ces gens, en se renseignant sociologiquement. Il parle de sociologie, voilà, il faut faire de la sociologie au départ. Et puis ensuite, en pratique, il faut aller avec eux, pour commencer, pour comprendre ce qu'ils vivent, et pour mieux les comprendre eux. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Il voit bien un des gros nœuds de détails. Oui, de problème. Il dit par exemple à la page 407, donc il parle des révolutionnaires. Il leur faudra apprendre à vivre avec le peuple, à lui parler, à le comprendre, à sympathiser avec lui dans les questions générales comme dans les problèmes quotidiens de l'existence. À notre avis, cette préparation est incomparablement plus difficile que la première. La première préparation, c'était une simple préparation théorique. Oui. Mais on remarque qu'il les allie les deux. Toujours. C'est-à-dire qu'il associe en effet cette analyse théorique de qui sont ces gens, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, à concrètement, quels sont leurs besoins, comment peut-on répondre à ces besoins et comment peut-on faire, comment peut-on en somme construire leurs convictions, pour qu'à leur tour ils deviennent des révolutionnaires. Oui, Michael. Et ce qui est intéressant, je trouve, ça revient au début de ton analyse sur le rôle des intellectuels, c'est que on voit que Bakounine n'est pas du tout un anti-intellectualiste. Au contraire, il cherche à définir une place spécifique de l'intellectuel qui soit à la fois théorique et pratique, qui soit à la fois un éducateur qui explique aux gens quand il le peut ce qu'il a compris, et en même temps quelqu'un qui cherche à être, comme tu viens de le dire, avec le peuple. Parce que ce qu'il a compris, il l'a appris
avec le peuple, dans le peuple et dans lui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à apprendre avec le peuple. D'abord, quel est le niveau de sa souffrance. Ensuite, il faut apprendre comment il réagit à cette souffrance et par quelle forme de lutte concrète il y réagit. Et ça, c'est une idée qui sera la colonne vertébrale de la pensée libertaire, y compris avec Kropotkin et des gens comme ça. Il va y avoir un examen de toutes les formes de lutte du peuple. Et c'est à partir de l'examen des formes de lutte du peuple qu'on va construire une théorie nouvelle et une théorie qui soit efficace et efficiente. On voit par exemple le travail incroyable des libertaires en Espagne qui a abouti, sur plusieurs décennies à ce qu'on sait, à savoir l'extraordinaire résistance des anarchistes catalans et de toute l'Espagne d'ailleurs, bien entendu, sous l'influence de la pensée libertaire. Oui. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que quand on regarde par exemple dans le marxisme des gens comme Sorel, on en avait parlé une fois dans notre émission consacrée à Pouget, on voit que lui, il a une conception très négative des intellectuels. Et je pense que c'est peut-être ce qui a amené Sorel, qui a pourtant été un penseur intéressant du syndicalisme révolutionnaire, par la suite vers l'extrême droite. C'est-à-dire que l'anti-intellectualisme, ça peut conduire au populisme et à l'extrême droite. C'est certainement le mouvement qui a perdu Sorel, et on voit qu'il n'y a pas ce type de dérive possible dans l'anarchisme. Ah oui, parce que pour Bakounine, la dénonciation de cette ignorance systématique, présentée comme une qualité, ça paraît incroyable d'imaginer que des gens puissent le dire. Il existait déjà à cette époque des tendances qui étaient des tendances activistes, qui étaient décidées à faire des choses, mais à peu près n'importe quoi, sans aucune réflexion et sans analyse. Et on aboutissait le plus souvent à un peu plus de camarades en prison. Et parfois, c'était très grave parce que ça pouvait mener à la mort. Donc, le danger, la question du danger de cette attitude anti-intellectualiste, Bakounine le signale. Et on ne peut pas soupçonner Bakounine d'être franchement un théoriciste ou un salonnard. Il faut le dire encore une fois, c'est un homme qui a été sur toutes les barricades, qui s'est fait tirer dessus, qui a tiré lui aussi, qui a fait 6 ans de forteresse à Pierre-et-Paul, plus les autres années de prison ailleurs. Donc, c'est vraiment pas du tout le genre de révolutionnaire de salon. Quand même, il faut le répéter. Donc, l'éducation du peuple, c'est pour Bakounine la seule voie possible vers la révolution en Russie, sachant que le régime autocratique interdit, nous permet d'éviter de poser le faux problème du légalisme, étant donné que toute forme d'opposition est illégale et criminelle. Il dénonce aussi l'entrisme, en disant que c'est pas avec ce régime-là qu'on arrivera à faire quoi que ce soit. En ayant une petite chaire, en ayant un petit truc. Oui, c'est ça. Il dit à la fin de son texte, il faut se méfier de l'attitude qui consisterait à espérer donc. Il dit, il croit possible de se faire une place dans la société d'aujourd'hui pour préparer plus aisément la révolution de demain. Il ne les accuse pas d'hypocrisie, mais il a l'air de dire, écoutez, si vous prenez une place dans l'État russe maintenant, ce serait étonnant que vous soyez très utile aux malheureux qui vont être condamnés par l'État russe, par exemple. Vous ne pourrez que... Nous connaissons tous des gens comme ça qui prétendent de l'intérieur de la machine faire un excellent travail de révolution à l'intérieur de la machine. Bon, ceci est une bévue très ancienne que Bakounine dénonce déjà à l'époque. D'autre part et enfin, Bakounine va souligner deux choses. D'une part, l'idée que la révolution est nécessaire, va finalement arriver. On ne pourra pas changer les choses pacifiquement pour une raison très simple, c'est que les classes dominantes ne vont pas changer spontanément et radicalement l'ordre social à leur désavantage pour libérer ces pauvres moujiks. N'y comptez pas. Voilà. Donc, tôt ou tard, il faudra en venir aux mains. Et d'autre part, il n'est pas pour autant tête brûlée, il dit soyez quand même prudents, c'est-à-dire n'appelez pas la révolution n'importe quand, n'importe comment. La révolution sera dictée par les circonstances historiques. Faites confiance au pouvoir pour précipiter les circonstances révolutionnaires, mais n'appelez pas n'importe quand la révolution, ce serait sanglant et sans doute inutile. Alors nous pouvons écouter maintenant, en illustration de ce dernier propos, Grève illimitée par Dominique Grange. Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, la colère. Quand elle monte des usines,
la colère, à la voix des machines. Ce n'est qu'un début, tout s'immobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère n'a que ses poings nus. La révolution, le mot est lâché, en plein mois de mai, la révolution. Entre les pavés, les fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution. La révolution. Quand elle unit des camarades, la colère, la colère. Quand elle unit des camarades, la colère monte en barricade. La Sorbonne libre, sans ciel Odéon, partout l'amitié, la Sorbonne libre. Ils nous ont chassés à coups de matraque, ils nous ont volé la Sorbonne libre, la Sorbonne libre. Quand on bâillonne la colère, la colère, la colère. Quand on bâillonne la colère, elle fait le tour de la terre. Ce n'est qu'un début, on est toujours là, tenons le combat. Ce n'est qu'un début, nous avons le temps d'aller en prison. Nous avons 20 ans, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Le combat, ce n'est qu'un début, continuons 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 le combat, ce n'est qu'un début. Sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4, c'est la bibliothèque anarchiste qui continue. Pour nous appeler, le 01 43 71 89 40, 01 43 71 89 40. Nous continuons l'étude de notre programme de Bakounine. Et nous arrivons à l'actualisation du texte. On va essayer de voir un peu ce que l'on peut retenir des idées de Bakounine, pour ne pas simplement en faire une espèce de momie inutilisable et jolie à voir, encore que les momies ne soient pas toujours très jolies à voir. Alors, nous voudrions insister sur un point particulier, c'est que en dehors de l'anarchisme, beaucoup de gens considèrent que les anarchistes sont des êtres brouillons, sans programme, un peu chaotiques, qui lancent des bombes et puis s'en vont, sans se demander ce qui pourra bien se passer après. Mais il peut être aussi que cette idée est répandue chez certains anarchistes. Donc, il faudrait justement revenir à Bakounine et à son programme. Oui, Philippe ? Mais moi, ce que j'aurais à dire, c'est que c'est un texte qui est relativement court, il fait à peine une douzaine de pages, il est extrêmement instructif, parce que non seulement il désigne en effet des objectifs à l'action des révolutionnaires, mais il désigne aussi, en plus des objectifs, il désigne des moyens, quels moyens faut-il employer pour y parvenir, et en plus, il définit un style de travail, en désignant certains styles qui ne conviennent pas, qui ne peuvent pas convenir, et il préfère donc, je parle du travail militant bien entendu, c'est lui qui parle du travail militant, et il désigne des styles qui sont préférables à d'autres. Et par exemple, lorsqu'il dit qu'il y a deux objectifs qui sont donc les objectifs des révolutionnaires, d'une part le combat contre les conceptions théologiques, c'est-à-dire la lutte contre les religions, ça me paraît une chose très importante de nos jours parce que c'est pas loin d'être un des facteurs les plus aggravants à l'heure actuelle de tous les conflits qui peuvent avoir lieu. Il y a des tas de gens et d'êtres humains qui sont tués sur cette planète encore aujourd'hui au moment où on parle à cause de quelque chose qui n'existe pas. C'est tout de même assez effarant à examiner. Donc première chose, la lutte contre les conceptions théologiques, parce que pour Bakounine, la conception de l'État fait partie de l'ordre du sacré. C'est une religion de l'État. Les gens qui veulent de l'État sont des adorateurs de l'État. Ce sont donc des hommes religieux. Et d'ailleurs, on n'a pas eu de mal à observer dans les pays où les révolutions étatiques se sont installées que les êtres qui étaient au commandement sont devenus des êtres suprêmes. Ce sont devenus de véritables objets de culte.
Hein, ça semble être une règle. Dans certains cas même, ils se transmettent dynastiquement le pouvoir. Cas de la Corée du Nord, par exemple, hein, où semble-t-il, on se dispose maintenant, après la dernière commotion cérébrale du dictateur le plus récent, à avoir le petit-fils du premier fou, n'est-ce pas, Kim Il-sung, du début. C'est tout à fait terrifiant. Donc, première chose, lutte contre la religion. Deuxième chose, bien entendu, lutter contre ce qu'il appelle donc le capitalisme, c'est-à-dire la jouissance oisive des biens de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, Bakounine ne peut pas accepter l'idée que sur Terre, il y ait des gens qui travaillent et que d'autres les regardent travailler, profitent de leur travail et eux aient une vie heureuse et agréable, alors que les gens qui travaillent sont les gens qui précisément sont le plus malheureux. Donc voilà les deux objectifs. Ça doit rester nos objectifs à nous de nos jours. Nous ne devons absolument pas reculer dans la lutte contre les religions. Il faut absolument pas tomber dans le politiquement correct et épargner par exemple l'islam et continuer à taper contre les curés. Je pense qu'il faut ne pas oublier le Dalai Lama, il ne faut pas oublier les bouddhistes, il faut oublier aucune espèce de religion, parce que chacune d'entre elles, à sa façon, formate les mentalités, construit des comportements, et particulièrement des comportements qui sont liberticides, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan collectif. Ça, c'est ne jamais oublier cette chose, est à mon avis une chose très importante, et je remarque que la plupart des mouvements révolutionnaires marxistes ont abandonné cet objectif. Il n'existe plus de véritable lutte contre les religions, y compris dans le NPA de M. Besancenot. Donc, deuxième chose... Ils sont même dans le politiquement correct communautariste aujourd'hui, pour certains. Pas tout à fait tous, il faut être honnête. Hein. Il y a une tendance, effectivement une tendance assez lourde à regarder avec une forme de sympathie je ne sais quel islam combattant qui serait le légitime représentant de je ne sais quelle lutte progressiste. Moi, je suis extrêmement sceptique, évidemment, tout comme j'étais sceptique, y compris à l'époque du christianisme de gauche, n'est-ce pas, hein, je veux dire, non mais chaque époque ça plaît, hein, je veux dire, ça plaît biblique, si j'ose dire, hein, franchement. Bon, alors ça c'est la question des objectifs. Puis il faut aussi qu'on débatte de la question des moyens. La question des moyens, bien sûr, c'est la fameuse alternative entre le parlementarisme, la question des actes violents, la question des manifestations, quelle forme doit-elle prendre, la question aussi, bien sûr, du principe de base qui est le nôtre, qui est celui de l'autonomie ouvrière, hein, c'est-à-dire l'auto-organisation de la classe ouvrière et de tous les travailleurs qui sont en lutte pour définir des formes de vie qui seront les formes de vie de la société future. Hein. Donc ça, c'est ce que nous lègue Bakounine. Et puis il me semble qu'il y a une troisième chose qui nous lègue, c'est réfléchissez avant d'agir. Réfléchissez avant d'agir. C'est une chose importante et c'est valable pour les anarchistes aussi. C'est-à-dire qu'il s'agit pas de faire n'importe quoi, il faut toujours bien réfléchir et il nous donne la recette. Soyez avec le peuple. Voyez sa vie quotidienne. Ne faites pas n'importe quoi avant mettez pas de la charrue avant les bœufs. Tout ça, c'est une question absolument capitale. Je crois que c'est un travail considérable que Bakounine a fait là à la fin de sa vie, il faut le dire, hein, en 73, c'est déjà la fin pour lui. Un travail de réflexion sur ce que lui a fait comme erreur. Il les connaît, ses erreurs, car il a été lui aussi dans une tendance très blanquiste au début, comme tu l'as dit, Michel. Il était bien capable, lui, de faire des insurrections à une trentaine de types un peu décidés. Il a compris ce que ça donnait. Hein. Ça donnait des 6 ans de prison derrière. Hein, et pas pour lui seulement. Il y a aussi des gens fusillés. Donc, il a compris aussi que... Et ça, peut-être que c'est aussi quelque chose qui est arrivé tard chez lui. Mais il a compris que l'action collective, hein, c'est-à-dire le syndicalisme, les fédérations de travailleurs, les associations libres de travailleurs, c'était bien préférable comme méthode de lutte à des engagements personnels d'une avant-garde autoproclamée. Je crois que ça nous apprend beaucoup, Michel. D'autant que les avant-gardes autoproclamées lancent souvent des mouvements révolutionnaires artificiels qui ne correspondent à aucun mouvement de révolutionnaire populaire et qui finalement ne servent qu'à une seule chose, le pouvoir s'en saisit, réprime férocement l'avant-garde et réprime ensuite tout ce qui ressemble à quelque chose de progressiste dans les autres mouvements qui ne sont pas avant-gardistes. Et du coup, c'est reparti pour 20 ans après. Voilà. Ça aussi. Et, donc c'est pour ça qu'il dénonce les révolutions artificielles. Et où dit-il, les révolutions artificielles nous apprennent beaucoup de choses. Enfin, les révolutions qui échouent, elles nous apprennent à distinguer les bavards des gens qui agissent. Elles nous forment. Mais en même temps, il dit, elles coûtent très très cher. Elles coûtent très très cher en hommes, en souffrance,
Et il a peut-être la Commune de Paris en tête, je crois qu'il a pas mal de choses en tête, mais c'est ce que tu disais, c'est réfléchissez avant d'agir. Et puis il dit à page 407, les révolutions ne peuvent être suscitées artificiellement, tu vois le terme que tu utilises, ça correspond parfaitement à ce que dit le texte, car elles procèdent non de la volonté d'un individu ou de l'action d'un petit groupement, mais d'un certain nombre de processus historiques des plus complexes. Toute tentative de déclencher les révolutions par des moyens fictifs n'aurait guère de chance d'être justifiée, aux yeux de ceux qui savent combien lourdes sont les conséquences des grandes commotions sociales pour la majeure partie des pauvres gens, en l'occurrence les plus éprouvés. Donc, franchement, il y a là de quoi méditer. Il y a de quoi méditer sur les méthodes d'action. Les objectifs ne doivent pas être modifiés, les moyens doivent être adaptés, et le style de travail est tout à fait capital. Oui. C'est là, je trouve, qu'on voit le sens du spontanéisme de Bakounine, c'est-à-dire accompagner les luttes, accompagner le mouvement révolutionnaire s'il existe et le mouvement social, plutôt que, comme tu le signalais, de chercher à le déclencher d'une manière artificielle et qui finalement sera contre-productive. On voit en fait que son spontanéisme, c'est pas un spontanéisme individualiste ou groupusculaire, mais c'est accompagner les masses dans leur spontanéité à elles. Ah, ça, c'est ça qui est important. Et c'est donc bien, comme tu le signales, une philosophie en effet collective et qui bien sûr laisse sa chance aux individus, évidemment. D'ailleurs, à propos des individus, il explique bien qu'ils ne vont pas chercher à critiquer, quand il critique quelqu'un, des individus de manière spécifique, ou c'est au tout début du texte. Oui, alors la question de la vie privée, dit-il. Voilà, exactement. Il est respectueux de l'individualité de chacun, néanmoins, sa philosophie fondamentale, c'est une philosophie des masses, une philosophie collective. Oui, c'est ça, parce que, dit-il, il désire juger en fait les gens sur leurs actes sociaux et pas pour ce qu'ils sont à titre individuel. Il faut dire que Bakounine ne croit pas beaucoup à la question individuelle. Pour lui, ce n'est pas l'essentiel du tout. Toute sa vie entière, ça consiste à essayer d'organiser les gens. Organiser les gens pour qu'ils répondent coup pour coup et qu'au bout du compte, ils parviennent à imposer les formes de vie que eux désirent vivre. Et ça, c'est très important parce que on imagine bien ce qui se passe lorsqu'un intellectuel dans une pièce décide de ce que sera une société future. Par exemple, ça sera certainement une société où il y aura beaucoup de livres et beaucoup de lectures. Eh bien, ça, c'est pas forcément, un objectif qui est partagé absolument par tout le monde. C'est clair que d'autres personnes issues d'autres couches de la société avoir des objectifs complètement différents. Et je crois que c'est parfaitement légitime. Donc l'intellectuel doit faire attention. Il doit faire attention parce que l'intellectuel, il a une responsabilité considérable, celle que dit Bakounine. C'est lui qui comprend le premier. C'est lui qui étudie les choses et qui les comprend le premier. Mais, dit-il, il a évidemment du mal à expliquer ce qu'il a compris autrement que de façon schématique. Parce que c'est vrai, l'intellectuel a tendance à schématiser, à dogmatiser. Et alors du coup, lorsque les pauvres gens, comme il le dit Bakounine, reçoivent le dogme en pleine tête, eh bien, ou d'accepter et à ce moment-là, tout le monde part au mur, ou bien ils le rejettent simplement parce que comme on rejette, comme un corps sain rejetterait, je ne sais pas moi, une pustule. Donc il faut essayer de ne pas être la pustule. Je crois que les questions qui sont soulevées par ce programme sont sur le plan des principes absolument capitaux. Non seulement c'est un vrai programme, et pas un programme parlementaire, pas un programme d'élection, pas un programme où il nous promet des choses du genre on va raser gratis. C'est un programme d'action. C'est un programme d'action. C'est une méthode. C'est très important, une méthode. On ne peut rien faire correctement sans méthode. Et les anarchistes, les communistes libertaires, tout ce que vous voudrez comprendre dans l'expression mouvement libertaire, doivent absolument se débarrasser de certains défauts qui sont les leurs depuis maintenant des décennies. Il faut évidemment revenir à l'étude, il faut revenir au sérieux, il faut revenir au regroupement, et peut-être faut-il penser, même déjà maintenant, à reformer des cercles dans les communes, des cercles libertaires où les gens viendraient parler de leurs problèmes, avec une possibilité peut-être d'organiser des cercles d'entraide. Je pense aussi aux formes proudhoniennes qui sont décrites, les échanges, la réciprocité, la mutualité. Donc on est tout à fait, à mon avis, dans l'actualité avec ce texte de 1873. C'est vrai qu'en plus il faut donner à l'anarchie sa signification positive, toute sa signification positive, puisque le travail d'idéologie dominante, c'est tout de même de nous présenter systématiquement le modèle libertaire d'abord comme un modèle qui n'existerait pas, et puis ensuite, quand on le présente comme un modèle à détruire, et comme aussi un contre-modèle. Alors qu'au contraire, et c'est ce qu'on voit avec Bakounine et d'autres textes encore, on le verra dans 15 jours, le texte de James Guillaume par exemple, c'est au contraire une pensée qui propose une organisation concrète de la vie
la vie future et des moyens adaptés à la réalisation de cet idéal. C'est donc un projet véritablement positif. Il faut absolument lutter contre les représentations trop négatives qui sont données de la pensée libertaire aujourd'hui. Oui, parce qu'ici, à la Bibliothèque anarchiste, nous sommes tous associés dans l'idée que c'est une bibliothèque, mais qui va dans le sens de l'action et du concret. Il ne s'agit pas, en effet, de se limiter à étudier des textes pour le plaisir de les étudier. Notre but, c'est que chacun les relise et tâche d'appliquer ce qu'il peut comprendre de tout ça dans son petit coin, et ce sera certainement beaucoup mieux que si on ne fait rien. Donc, ainsi, c'est la raison pour laquelle, la prochaine fois, nous allons continuer d'enfoncer le clou dans le sens de qu'est-ce que c'est qu'une société anarchiste, puisque nous allons parler donc du texte de James Guillaume qui s'appelle « Idées sur l'organisation sociale », que vous pouvez trouver dans la petite collection des Trinquier, bien sûr, qui s'appelle Volonté anarchiste, qui sont les éditions du groupe Fresne Anthony. C'était eux, là, les bouquins rouges et blancs, là, vous savez, qui font une centaine de pages. C'est absolument génial. Et il faut absolument vous procurer ce genre de petites brochures pour un prix très modique à la librairie Publico, donc au 145 rue Amelot, au métro République, au Oberkampf, à Paris, dans le 11e. Donc, nous allons la prochaine fois étudier ce texte de James Guillaume, et aussi qui nous parlera avec précision donc ce que peut être une organisation anarchiste concrète. Et en relation avec cela, nous verrons un livre qui est édité donc chez Ressouvenance et qui s'appelle L'œuvre constructive de la Révolution espagnole, et qui va nous montrer comment un pays en guerre, encerclé militairement, mangé de l'intérieur par une rébellion fasciste, est capable de dégager des excédents commerciaux, de faire de l'agriculture, de faire de l'industrie, de vendre à l'étranger pour payer ses armes. Donc une véritable et authentique autonomie ouvrière, concrète et productive. Donc la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, nous vous invitons donc à avoir lu ce texte de James Guillaume, Guillaume comme le prénom français et James comme le prénom anglais, qui a été un des deux exclus à La Haye avec Bakounine. C'était il y a en 72. C'était les deux meneurs en quelque sorte. Donc on étudiera ce texte et puis on essaiera aussi de le faire en relation avec l'une des expériences concrètes les plus brillantes et les plus extraordinaires de la pensée anarchiste et libertaire, c'est-à-dire la Révolution espagnole. Et maintenant, nous allons donc écouter un peu de musique. Et en l'occurrence, nous allons écouter une chanson de la Commune, qui n'est pas une chanson très marrante, mais qui a été composée en fait d'une façon un petit peu ironique. Ça s'appelle « Le capitaine au mur ». Il y avait pendant la Commune de Paris, au moment de la répression, un capitaine qui était spécialisé dans le jugement expéditif. Il faisait passer devant lui les gens et puis, de façon systématique, il criait « Au mur, au mur ». Toute personne qui passait devant le capitaine au mur se retrouvait devant un mur, évidemment, et ensuite devant un peloton d'exécution. Ça a été ça aussi l'histoire donc de la pensée et de l'action libertaire. Ça s'est fini parfois par des capitaines au mur. Donc il faudra les prochaines fois, n'est-ce pas, éviter que ce soit nous qui soyons devant les murs. Voilà. Donc à bientôt, à la prochaine fois et bonne lecture. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et but vendu. Au mur, qu'avez-vous fait? Je suis des vôtres, je suis vicaire à Saint-Bernard, j'ai dû pour échapper